Cette commission Wooldeed rapporta en octobre 1938 qu'elle ne pouvait pas concevoir le plan faisable. En novembre, le meurtre de Van Rath et les désordres antisémites qui lui suivirent en Allemagne furent utilisés par les sionistes pour intensifier leur exhortation contre les Arabes en Palestine. M. Chamberlain fit alors une chose extraordinaire, selon les critères dominants. Il convoqua une conférence sur la Palestine à Londres, à laquelle les Arabes, pour la première fois depuis la conférence de paix en 1919, étaient représentés. De cette conférence sortit le livre blanc de mars 1939, dans lequel le gouvernement britannique s'engagea à l'établissement en 10 ans d'un État palestinien indépendant et à la terminaison du mandat. Dans cet État, les natifs arabes et les sionistes et migrants devaient partager le gouvernement d'une façon propre à garantir que les intérêts essentiels de chaque communauté soient sauvegardés. L'immigration juive devait être limitée à 75 000 annuellement pendant 5 ans et les achats de terres irrévocables devaient être limités. Ce plan, s'il était réalisé, signifiait enfin la paix en Palestine, mais aucun État juif séparé. À ce moment, la figure de M. Winston Churchill s'avança au premier rang des affaires britanniques. Il avait été éclipsé politiquement pendant 10 ans, et le futur chercheur sera peut-être intéressé de savoir ce que les contemporains ont déjà oublié. Que pendant cette période, cet homme fut fortement impopulaire, non à cause d'actes ou de traits spécifiques, mais parce qu'on lui donna constamment mauvaise presse, ce qui est l'arme la plus forte entre les mains de ceux qui contrôlent l'avancement politique. Cette hostilité organisée fut particulièrement claire pendant la crise d'abdication de 1937, où ses réclamations de plus de temps reçurent une attaque beaucoup plus violente qu'elle ne le méritait en soi, et où il fut hué à la Chambre des communes. Ses biographes le dépeignent comme souffrant de dépression pendant ces années, se pensant lui-même fini politiquement. Son sentiment à cet égard est peut-être reflété dans ces mots publiés, écrits en privé, destinés à M. Bernard Baruch au début de 1939. Ouvrez les guillemets, la guerre est imminente. Nous y serons et vous y serez. Vous ferez marcher l'affaire là-bas, mais je serai sur le banc de touche ici. Peu après avoir écrit ceci, les fortunes politiques de M. Churchill prirent une tournure heureuse soudaine. Et comme dans le cas de M. Lloyd George en 1916, il semble que son attitude envers le sionisme eut beaucoup à voir avec cela, à en juger par ce qu'il a été publié. Ces archives suggèrent à cet égard que M. Churchill, le produit de Blenheim et de Brooklyn, fut en quelque sorte une charade à l'intérieur d'un mystère enveloppé dans une énigme, pour utiliser les mots qu'il employa à propos de l'État communiste en 1939. En 1906, comme on l'a montré, il fut parmi les premiers politiciens à soutenir le sionisme pendant la campagne électorale, si bien qu'un orateur sioniste dit que tout juif qui votait contre lui était un traître. Cependant, alors qu'il était en fonction pendant la Première Guerre, il prit peu part à cette affaire et le Dr Weizmann ne le mentionne qu'une fois à cette période, et non comme un ami. Puis, comme secrétaire colonial en 1922, il enfonça Sion par son livre blanc que le Dr Weizmann qualifie de grave réduction de la déclaration Balfour. Ce livre proposait pour la Palestine, ouvrez les guillemets, un conseil législatif avec une majorité de membres élus, et cela aurait signifié non seulement que ces élections, que le Dr Weizmann interdit jusqu'à la fin, auraient lieu, mais que l'on autoriserait aux Arabes autochtones de Palestine de diriger leur propre pays. Ainsi, les 10 années de M. Churchill dans le désert politique 1929-1939 furent elles aussi les années pendant lesquelles il fut en défaveur auprès des sionistes, et le récit du Dr Weizmann ne le mentionne jamais jusqu'à la veille de la Seconde Guerre, quand soudainement il est découvert, comme les dramaturges avaient l'habitude de dire, comme un champion du sionisme des plus ardents, ce qui est de plus en plus curieux, parce que le 20 octobre 1938, M. Churchill parlait toujours comme l'auteur du livre blanc de 1922. Ouvrez les guillemets, nous devrions donner aux Arabes une garantie solennelle que le quota annuel d'immigration juive ne devrait pas excéder un certain chiffre pour une durée d'au moins 10 ans.
Très peu de temps après, il réapparaît dans le récit du Dr Weizmann comme un homme acceptant implicitement et en privé de soutenir une immigration sioniste par millions. Tout à fait soudainement, le Dr Weizmann dit qu'en 1939, il rencontrait M. Winston Churchill, ignoré dans son histoire pendant 17 ans, et il me dit qu'il participerait au débat et s'emprimant bien sûr contre le livre blanc proposé. Le lecteur devra deviner pourquoi M. Churchill s'engagea bien sûr à exprimer contre un document qui, de par son accent sur le besoin de rendre justice aux Arabes, était en accord avec son propre livre blanc de 1922 et avec ses discours qui suivirent pendant 17 ans. Puis le jour de ce débat, le Dr Weizmann fut invité à déjeuner avec M. Churchill qui nous lut à haute voix son discours et demanda si le Dr Weizmann avait des modifications à suggérer. Le lecteur se rappellera que les éditeurs du Times et du Manchester Guardian écrivaient des articles éditoriaux à propos du sionisme après consultation avec le chef d'une partie concernée. Là, M. Churchill approchait un débat sur une question majeure de politique nationale de la même manière. Il était renommé pour la qualité de ses discours et le devint en Amérique à cause du fait étrange tel qu'il était considéré là-bas qu'il les écrivait lui-même. Cependant, dans les circonstances décrites au-dessus par le Dr Weizmann, la question de l'identité réelle du calligraphe apparaît d'importance mineure. À ce moment-là, le patronage de M. Churchill, pour citer le Dr Weizmann, était vain. Le grand débat aboutit à la victoire de M. Chamberlain et de son livre blanc par une majorité de 268 contre 179. C'était substantiel, mais de nombreux politiciens sentaient déjà la direction du vent, et leurs instincts de navigateurs est reflété par le nombre inhabituellement grand d'abstentions, 110, ce qui donnait un premier avertissement à M. Chamberlain de la méthode d'abandon au sein de son propre parti, par laquelle il devait être renversé. Le débat montra une autre chose intéressante, à savoir que le parti d'opposition à ce moment-là considérait le sionisme comme un principe suprême de sa politique et en fait le test suprême par lequel un homme pouvait prouver qu'il était un socialiste ou non. Le parti socialiste naissant avait oublié depuis longtemps les mots de l'homme au travail, la situation critique de l'opprimé et le triste sort du perdant. Il était pris dans l'intrigue internationale et voulait être du côté du patron. Ainsi, M. Herbert Morrison, un leader socialiste, pointait-il un doigt accusateur vers M. Malcolm MacDonald, dont le département était étroitement identifié avec le livre blanc, et se lamentait sur l'hérésie d'un homme qui était autrefois un socialiste. Le socialisme signifiait aussi à ce moment-là chasser les Arabes de Palestine, et les notables des syndicats, avec leurs montres en or offertes, ne se souciaient pas du fait que ce peuple lointain soit pauvre ou opprimé. La Seconde Guerre éclata peu après l'édition du Livre blanc et le débat. Immédiatement, toute idée d'établissement d'une Palestine indépendante et de terminaison du mandat fut suspendue pour la durée de la guerre, et quand elle prit fin, une image très différente devait être dévoilée. À son début, M. Roosevelt en Amérique s'était publiquement et officieusement engagé à soutenir le sionisme. M. Harry Hopkins en Angleterre, M. Chamberlain était un obstacle, mais il était proche de la sortie. M. Churchill était, lui, proche de l'entrée. Le peuple voulait parce qu'il était l'homme qui avait eu raison à propos d'Adolf Hitler, Jacob Rothschild et de la guerre, et ne savait rien de ces pourparlers avec le Dr Weizmann et des effets que ceci pourrait produire.